Ce nouveau numéro d'entretien a parcouru plus de 200 km pour se rendre à Keur Madiabel. Keur Madiabel où la bataille électorale est plus que jamais rude entre la coalition Benno Bokk Yakaar et la coalition gagnante dirigée par l'ancien président de la République, Maître Abdoulaye Wade, Mouhamadou Bassirou Kébé. Monsieur Kébé, bonjour. Bonjour. C'est un grand honneur de vous recevoir ici dans votre fief. Pour nous aussi, c'est un plaisir et un grand honneur de discuter avec les électeurs ou ceux qui regardent en tout cas Dakaractu. Bassirou Kébé, très matinal aujourd'hui. Oui, nous sommes toujours matinal, surtout depuis le début de la campagne. Tout à fait. Nous couchons à 3 h du matin et nous nous réveillons à 6 h du matin. Absolument. Alors, la campagne bat son plein présentement. Comment elle se déroule présentement ici? Oui, c'est une campagne que nous avons abordée avec sérénité, tout en sachant que bien avant même le démarrage de cette campagne, pendant l'après-campagne, nous avons compris qu'il fallait aller dans les profondeurs du département, discuter avec les populations. C'est pourquoi l'approche que nous avons, c'est une approche communautaire où nous allons directement vers les populations avec des visites à domicile à travers des caravanes de sensibilisation. Et voilà comment nous avons abordé cette campagne. Donc, pas de meeting, mais des visites à domicile, de la proximité. Les leaders religieux, les leaders coutumiers ont été visités et on leur a expliqué pourquoi nous voulons aller à l'Assemblée aujourd'hui. Nous sommes avec les moyens, les peu de moyens que nous avons en tant que coalition de l'opposition, c'est normal. Nous les utilisons avec efficience et rigueur. Alors, vous êtes la tête de liste de la coalition gagnante au niveau du département de Nioro. Nioro qui reste, n'est-ce pas, un bastion de la coalition au niveau de la mouvance présidentielle, n'est-ce pas? Oui, au vu des résultats des différentes élections jusqu'aux récentes dernières élections, Nioro semble être le bastion du pouvoir, notamment de la coalition Benno Bokk Yakaar, avec un ministre de la République, un président de l'Assemblée nationale, qui sont tous de Keur Madiabel, 15 maires, 2 députés, l'un est à Keur Madiabel, l'autre est à Nioro, mais 5 directeurs généraux. Je pense qu'il n'y a pas quoi de plus normal que ces dernières élections soient remportées par la coalition Benno Bokk Yakaar. Donc c'est un fief, c'est un bastion de Benno Bokk Yakaar. C'est un bastion également, c'était un bastion plutôt de Moustapha Niasse. Parce que depuis 1957, Moustapha Niasse est sur la scène politique. Depuis 1960, il a été au cœur des affaires dans tous les régimes. Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, Macky Sall. Aujourd'hui, il est la deuxième personnalité de l'État. Donc, je pense que voilà la situation. Alors, vous faites face à la deuxième personnalité de l'État qui est par ailleurs le président de cette 12e législature. Est-ce que la bataille semble être facile pour vous, ici au département? Bon, pour dire vrai, la bataille n'est pas facile. C'est une bataille qui n'est pas facile. Mais pour nous, l'espoir est là. Parce que c'est une bataille qui oppose quelqu'un qui incarne la jeunesse et le renouveau. Parce que quand même, quand on a 81 ans et quelques, 82 ans, parce que c'est des jugements supplétifs, nous savons, parce que le grand frère à notre papa est moins âgé que Moustapha Niasse et il a 81 ans. Donc, pour nous, 2 candidats s'opposent, l'un qui incarne le renouveau, la jeunesse, l'espoir, mais l'autre qui incarne un peu le passé, malheureusement, et qui n'a rien fait pour le département pendant 50 ans. Vous pensez? Ah oui, nous le pensons sincèrement. Le bilan est là. Ils se glorifient de leurs résultats glorieux. Oui, mais vous savez, Moustapha Niasse, les populations de Nioro lui ont tout donné, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Mais il n'a rien donné aux populations de Nioro. La route que vous avez empruntée de Kaolack à Wakongona en passant par Keur Madiabel, c'est une réalisation d'Abdoulaye Wade. Nous avons aujourd'hui à Keur Madiabel un poste de santé pour une commune qui fait plus de 15 000 âmes. Je pense que quand on est deuxième personnalité de l'État, on devait se battre. Non pas parce qu'on a cette position, mais parce que Keur Madiabel doit avoir un centre de santé où on devait rencontrer un médecin gynécologue. Aujourd'hui, quand une femme a des difficultés gynécologiques, elle est obligée d'aller à Kaolack, parcourir 33 km.
Alors que Keur Madiabel, du point de vue démographique, devrait avoir un centre de santé avec un médecin. On a un poste de santé et un infirmier. On n'a pas de poste de gendarmerie, ni de brigade, on n'a rien du tout. L'insécurité est là. La jeunesse n'a pas d'emploi, malheureusement. Et lui-même, il le sait. Et d'ailleurs, lors de son dernier discours récemment, il a cherché à mobiliser la jeunesse, mais on s'est rendu compte, ils se sont rendus compte que ça n'a pas marché. Parce que les jeunes ont refusé de sortir. Il fallait être là hier nuit pour voir combien de jeunes se sont mobilisés. Et nous allons organiser une caravane ce soir quand nous allons revenir des autres localités pour faire les artères de Keur Madiabel. Vous vous renouez avec la fameuse caravane bleue ou bien on se souvient de 2000, lorsque le président... Vous savez, quand on n'a pas les moyens, il faut être efficient. L'utilisation, c'est des stratégies en matière politique. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui est sûr et certain, c'est que la jeunesse, Moustapha Niasse lui-même l'a dit, hein, parce qu'il reconnaît aujourd'hui dans son discours que les jeunes ne sont plus avec lui. Et pourtant, lors des élections passées, on avait des jeunes qui étaient autour de lui. Mais aujourd'hui, on ne voit plus ces jeunes. Je vous donne un exemple. Même les bâches qu'ils ont montées la dernière fois, ce n'étaient pas des jeunes de Keur Madiabel, c'était des jeunes qu'ils ont payés, qui sont venus monter les bâches. Et après, ils ont eu des problèmes pour démonter ces bâches. Voilà des indicateurs qui sont là. Vous parcourez les communes. Nous avons 15 communes dans le département. Vous ne verrez pas les jeunes. Lors de leur meeting d'ouverture à Paoskoto, ils se sont rendus compte également qu'il n'y avait pas les jeunes. C'est pourquoi le discours de Moustapha Niasse s'est axé sur la jeunesse. Mais cette jeunesse a compris que ceux en tout cas qui ont 35 ans et en deçà de 35 ans, qu'ils n'ont vu aucune réalisation de Moustapha Niasse ici à Keur Madiabel et dans le département de Nioro. Même l'axe routier, aujourd'hui, Benno Bokk Yakaar se glorifie d'avoir une route qui va jusqu'à Keur Ayib, mais c'est un projet d'Abdoulaye Wade. Les financements. A voulu inaugurer oui, mais il a voulu pourquoi les raisons, pourquoi il les a reportés? Parce qu'il y a des problèmes. Quand il pleut à Nioro dans la commune, mais il y a des inondations parce que on n'a pas pu régler la question de la canalisation, des canalisations. Mais ce qui est grave dans ça, c'est qu'il y a une sorte de tricherie avec ce pouvoir. Parce que c'était un projet du président Abdoulaye Wade, où il était question que ce projet, avec les financements disponibles, soit finalisé en 2012, terminé. Mais ils sont venus, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont mis l'argent qui était destiné à ça, mais ils ont attendu jusqu'en 2017 pour pouvoir terminer ces routes. Vous voyez, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est des stratégies électoralistes, ce n'est pas des stratégies... C'est que seulement ce nouveau régime disait que lorsqu'il venait aux affaires, les caisses étaient vides également. Idrissa Seck les a démentis. Et quand Idrissa Seck a parlé à l'époque, il n'était pas avec nous. Il était dans le camp du pouvoir à l'époque. Mais vous n'aviez entendu, il avait dit qu'il y avait plus de 200 milliards qui étaient dans les caisses de l'État. Mais je pense que nous tous, nous sommes dans l'administration. Nous avons également des amis partout. Eux-mêmes, ils savent qu'il y avait de l'argent. Mais quand ils sont venus en 2012, le problème c'est qu'ils ont organisé les élections, ils ont gagné et ils devaient aller en juillet, début juillet aux législatives. Il fallait pomper les caisses de l'État pour aller financer la campagne et après nous plonger encore dans une série de dettes, d'endettement. Aujourd'hui, le Sénégal est l'un des pays de l'UEMOA les plus endettés. Pourquoi? Parce qu'on a dédoublé la dette. Malheureusement. Ce qui est grave alors pour ce pays. Mais oui. Alors, dites-nous, est-ce que le Parti démocratique sénégalais bénéficie toujours, j'allais dire, de la confiance des populations ici dans le département? Oui, je dis que nous avons été toujours faibles dans ce département. Ça, il faut le reconnaître. Sauf en 2012, nous avons essayé d'inverser la tendance et en 2007. Et je pense qu'on était sur la bonne voie. Mais quand nous avons perdu le pouvoir, beaucoup de directeurs ou de responsables étatiques comme du parti qui avaient des responsabilités dans l'État ont transhumé et ont fui. Je suis le seul rescapé aujourd'hui qui a eu à occuper des fonctions dans l'appareil étatique et qui reste encore... Et vous vous battez tant bien que mal, hein? Oui. Face à des responsables qui sont là. Oui, oui, parce que je vous dis que nous avons le ministre de l'Éducation nationale qui est ici. Nous avons des opérateurs économiques tels que les Ali, Mané et autres. Donc, et à côté, nous avons également le directeur de l'ANPEJ. Mais vous avez le directeur général de l'ANPEJ, Amadou Lamine Dieng, que les jeunes sont en train de récuser, malheureusement, parce que en tant que responsable de la promotion de l'emploi des jeunes, mais qu'est-ce qu'il fait dans le département? Les jeunes n'ont pas vu. En tout cas, pas dans le département de Nioro. Vous savez,
quand on est dans le développement, parce que pour moi l'emploi des jeunes c'est le développement, on est dans le développement social. La question de la jeunesse elle est cruciale, il ne faut pas la politiser. Malheureusement ils prennent des gens qui leur sont dévoués pour leur donner des financements qui ne mènent absolument à rien du tout, parce qu'il y a des préalables quand on donne des financements à des jeunes surtout, et ces préalables ne sont pas respectés. Il y a d'abord l'entertainment, comme le disent les Anglais, la formation, comment préparer ces jeunes à porter un projet porteur de résultats. Parce que j'ai l'habitude de dire, comme nous le disons à nos étudiants et autres, qu'un projet, un bon projet, quand on l'évalue ou quand on le met en place, il faut tenir compte d'un certain nombre de critères, notamment la pertinence du programme, l'efficacité qui est liée au résultat, l'efficience qui est le rapport au coût au résultat, l'impact, la durabilité. Voilà des critères, des critères qu'il faut considérer quand on met en place un programme. Malheureusement, ces gens n'ont qu'un seul critère, c'est un critère électoraliste. Ce qui fait qu'il y a échec. Tous ces programmes qui sont en train de mettre en œuvre vont échouer lamentablement. Je prends l'exemple de la bourse de sécurité familiale. C'est une bonne idée. En 2008, j'étais à Rio de Janeiro pour représenter le Sénégal au sommet mondial sur les abus et exploitation sexuelle des enfants. Nous avons vu ce qu'on appelle la Bolsa Familia, qui a été développée par le président Lula. Dans les favelas, les zones pauvres, où les enfants étaient utilisés dans le trafic de drogue, abandonner l'école. Donc il fallait un programme pour appuyer les familles, pour qu'ils prennent en charge ces enfants, faire de sorte que les enfants ne soient plus ceux qui financent les familles pour la survie des familles, mais que ces enfants soient à l'école. Mais nous sommes venus avec ce programme, nous avons fait des notes techniques. Vous savez, ce régime ne fait que tricher. Quand ils sont venus, ils ont trouvé le dossier et ils l'ont exploité. Sauf que tricher, ce qui est bon n'est pas également mauvais. Oui, je suis d'accord, mais ils trichent mal. Quand on copie, il faut copier bien. Malheureusement, cette bourse de sécurité familiale, nous la défendons en tant que spécialistes sur les questions de protection sociale des groupes vulnérables. Nous sommes d'accord que c'est une bonne politique, mais il faut l'améliorer, il faut la renforcer. Parce qu'il ne faut pas faire de sorte que je parlais du critère de la durabilité et de l'impact. Ces deux critères sont importants. Comment faire de sorte que cette bourse puisse être reconduite sans menace, parce que demain le FMI ou la Banque mondiale peuvent nous dire arrêtez, vous faites trop dans le social comme ils ont l'habitude de le dire. Comment faire de sorte que cela soit pérennisé, soit durable. Comment faire de sorte que ceux qui sont bénéficiaires ne soient pas dépendants, parce que la Banque mondiale a théorisé le cash transfert depuis longtemps, mais ce cash transfert doit aider les populations à sortir de la paupérisation et non pas à les endiguer dans la paupérisation. Donc, quel est le mécanisme qu'on peut mettre en place pour augmenter le montant alloué et de façon consistante pour que la personne bénéficiaire puisse développer des activités génératrices de revenus qui vont lui permettre de s'autofinancer. Comment faire de sorte qu'on dépasse 300 000, parce que le taux de pauvreté au Sénégal est environ dépasse les 50%. Donc quand vous prenez 300 000 ménages, 300 000 Sénégalais plutôt, mais ça pose problème. Donc comment faire pour que l'enveloppe soit plus consistante? Et nous nous engageons pour que demain à l'Assemblée nationale, qu'il y ait un projet de loi qui renforce ces bourses de sécurité familiale, mais qui les protège pour que demain, si un autre régime arrive, qu'il ne puisse pas s'en départir. Alors, si vous avez une note à donner à cette deuxième législature, serait quoi alors? Ce que nous avons vu en tant que Sénégalais et ce que nous avons entendu du président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar, Moustapha Diakhaté, et de l'honorable député Modou Diagne Fada qui siège à l'Assemblée, ils vous disent que c'est la législature la plus nulle. Et aujourd'hui, nous nous en rendons compte parce que la mission du parlementaire, le rôle d'un député, c'est d'aller à l'Assemblée nationale, de voter des lois, de proposer également des lois. Mais ces lois doivent être conformes à l'esprit de développement, à l'esprit républicain. Malheureusement, il n'y a qu'une ou deux propositions de loi pour cette législature. C'est un indicateur. Il faut voir les indicateurs de performance. Mais voilà un indicateur négatif qui n'est pas positif. Comment, pendant 15-5 ans, qu'on ne puisse que proposer deux projets de loi? Comment l'Assemblée nationale a pu se taire devant les scandales auxquels nous assistons tous les jours? Le pétrole et le gaz qu'on a vendus
les dividendes sont récupérés par une famille avant même que ce projet ne soit... Alors que des députés ont toujours réclamé l'ouverture d'une commission parlementaire, une commission d'enquête parlementaire. Ils sont forts quand on dit oui, il faut traquer le Parti démocratique sénégalais ou les opposants. Il faut lever l'immunité parlementaire d'un opposant qui peut déranger demain Macky Sall. Ils sont forts en ça. Mais quand il s'agit des questions de la nation, des questions de développement de notre pays, malheureusement, cette législature s'est tue. Le gaz, le pétrole, le zircon, mais les scandales avec Bitogo, etc. Aucune commission d'enquête parlementaire n'a été mise en place. Alors rapidement, on avance. Quelle est votre proposition pour la prochaine législature, la 13e, j'allais dire? Il faut que ça soit une assemblée de rupture, pas dans les mots. Mais quand on donne un concept, il faut mettre un contenu dans le concept. C'est-à-dire quoi? Assumer pleinement le rôle de contrôle de la légalité, le rôle de contrôle de l'exécution du budget, de l'élaboration à l'exécution finale. Parce que ce à quoi nous assistons, c'est que les ministres ne viennent à l'Assemblée nationale souvent que quand il y a une nouvelle loi de finances initiale. Quand on vote un nouveau budget, ils viennent pour faire un bilan. Il faut à mi-parcours que les députés interpellent les ministres, jouent ce rôle, contrôlent le budget, aillent sur le terrain pour voir l'état d'exécution des projets et programmes qui sont financés par l'argent du contribuable. Ça, c'est un. Deuxièmement, les questions de souveraineté. Il faut qu'on propose une loi qui dit clairement que le président de la République ne peut plus engager le Sénégal sur des questions de souveraineté sans passer par l'Assemblée nationale. Comment, quand on doit envoyer nos soldats à l'étranger, quand on doit rompre une relation... Et là, il faudrait qu'on ait un régime parlementaire alors? Non, pas un régime parlementaire. C'est un régime présidentiel. Mais il y a des questions, vous allez en France. Vous parlez là de la séparation des pouvoirs? Oui, que l'Assemblée joue son rôle. Pas de contre-pouvoir, mais de contrôle de l'exécutif. C'est important. Vous allez en France. Le président de la République n'ose pas engager des soldats au Darfour ou ailleurs sans passer par l'Assemblée nationale. Il n'ose pas rompre une relation diplomatique avec un pays sans passer par l'Assemblée nationale, etc. La question du pétrole, comment faire de sorte que ce pétrole qui constitue le devenir de ce pays aujourd'hui, où on a placé beaucoup d'espoir, aller vers une transparence, une gestion transparente et rigoureuse de ce pétrole, il faut des lois. Ces lois sont votées par qui? Par l'Assemblée nationale. Alors, dernière question, c'est le retour ou bien le comeback de votre leader, l'ancien président de la République, Abdoulaye Wade. Est-ce que ce retour peut impacter positivement en votre faveur en perspective de ces législatives-là? Ah oui, M. Diop. Je pense que le pouvoir a paniqué depuis qu'on a annoncé le retour de Wade. Ah oui, ils ont paniqué, ils ont voulu diaboliser la candidature de Wade. Wade est différent de Moustapha Niasse, sa candidature. Qu'est-ce que Wade dit? Je vous accompagne et je démissionne. Quand je serai élu, je ne serai pas à l'Assemblée nationale. Moustapha Niasse, sur le plan âge politique, est plus âgé que Wade sur le plan politique. Parce qu'il est sur la scène depuis 1957. Wade a créé son parti en 1974. Donc sur le plan politique, Moustapha Niasse est plus âgé. Et c'est la même génération, une différence d'âge de 7 ans, 8 ans. Et le grand âge de Moustapha Niasse a un peu fait polémique. Les gens de l'AFP qui sont sortis pour démentir un des quotidiens qui avait relaté ça. Oui, mais je vous dis que Moustapha Niasse a fait un jugement supplétif. Je peux vous appeler le grand frère de mon père qui est là, ici, dans la maison. Moustapha Niasse est plus âgé que lui et il a 81 ans. Tout de suite, je l'appelle, il va vous dire ça. Donc, l'âge, pour moi, n'a de sens que quand il est allié à la possibilité ou à la faculté de pouvoir porter un combat national. Aujourd'hui, depuis que Wade est arrivé, les foules se mobilisent, le pouvoir panique. On le diabolise. Il y a une autre tournure là, de législatif, de la campagne. Oui, mais nous sommes d'accord, Diop. Moi, je dis que Wade est un symbole, comme Nelson Mandela en Afrique du Sud, ou bien De Gaulle en France. Mais des gens qui ne sont plus, qui ne vivent plus, qui sont morts. Mais on en fait des symboles dans des partis. Comment voulez-vous que notre parti ne profite pas encore de la présence de Wade et d'utiliser son image? C'est tout à fait normal et nous l'assumons parce que Wade peut drainer les foules. Maintenant, comment transformer ces foules qui accompagnent Wade en électeurs, en suffrage pour la coalition gagnante Wattu Sénégal? C'est ça à quoi nous nous attelons. Mamadou Bassirou Kébé, Dakaractu vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. Alors, amis téléspectateurs, je rappelle que nous étions ici à Keur Madiabel pour réaliser ce nouveau numéro d'entretien. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.